Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet, c'est l'idée de penser profondément. Petit disclaimer, ce n'est pas du tout relié au deep work. L'objectif, si vous voulez construire un bon produit, c'est de réfléchir profondément sur les bases, plutôt que ce qu'on désire réaliser. Les bons produits commencent rarement par le savoir-faire technique, mais plutôt par une solution profonde à des problèmes. Une des plus grandes problématiques du nouveau millénaire, en tout cas, sans trop s'avancer des années, 2020 à venir, c'est le fait de trier, parmi l'information. Parce qu'on et la technologie, tu vois? C'est pas ce qui manque, je veux dire, ce sera de mieux en mieux en termes de pointe, tu vois? On aura toujours accès à quelque chose de plus évolué. Elon Musk a des bonnes idées, hein. Des fois, il crée des lance-flammes qu'il met en financement participatif ou il dit sur Twitter qu'il va construire des robots cyberdragons géants. Bon, quand il dit ça, en fait, le problème avec ce gars, c'est que tu sais jamais s'il est sérieux ou s'il rigole, tu vois. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui vous aide chaque lundi à vous auto-améliorer. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Yo Seb, salut tous. Salut à tous. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Voilà, c'est quand même mieux, c'est quand même mieux. Non mais c'est le matin, tu es rentré dans notre mère patrie, la France. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui vous aide à réfléchir profondément à votre produit. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Hello Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre série de 5 épisodes sur l'e-book des 5 habitudes pour créer de meilleurs produits selon Eaton Sash, spécialiste en création de produits et SaaS. On a expliqué ce que était le terme SaaS dans les précédents épisodes, donc un petit teasing pour aller les voir. Le premier chapitre, je vous le rappelle, était consacré à l'idée de travailler en arrière du client. On vous avait donné notamment l'exemple d'Amazon AWS. Le second épisode traitait plus de l'amélioration en continu de votre produit, où pareil, on avait donné pas mal d'exemples comme l'Apple 1, Spotify, Dropbox, Groupon, tout ça un petit peu à leurs origines, quand est-ce que ça a été créé. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet, c'est l'idée de penser profondément. Alors, petit disclaimer, ce n'est pas du tout relié au deep work, malgré le titre, on pourrait penser ça. Donc, je préfère vous le dire, pas de panique si vous avez déjà lu ce livre, vous connaissez par cœur le sujet du deep work, c'est pas du tout le sujet, ça n'a rien à voir avec ça. Et si vous n'avez pas goûté les précédents épisodes, on vous invite à commencer par cela. Et puis, c'est intéressant en fait ce sujet-là. Au-delà de l'appliquer, si vous avez une startup, c'est parfait puisque ça correspond parfaitement à ce que vous allez faire. Mais même si vous êtes freelance, même si vous êtes indépendant, ou vous faites de la prestation de service, c'est quelque chose qui peut vous aider en fait, parce que c'est vraiment comment est-ce que je mets en place un produit, un service sur un marché et que j'y vais à fond. Et ça permet de considérer son activité non pas comme j'ai une compétence et je vends cette compétence, mais plutôt comme j'ai un produit qui répond à une solution, je la mets en place rapidement, je teste rapidement et j'essaie de me démarquer de mon marché. Wesley, une petite chose à ajouter, n'est-ce pas? Et justement, si vous avez apprécié, les précédents épisodes et qu'ils, vous ont aidé ou qu'ils vous aident, à développer votre activité, eh bien, nous vous invitons à aller, mettre 5 étoiles et un avis, depuis, Stitcher, et Apple Podcast, pardon. C'est très important pour, non seulement la survie, mais le développement, la prospérité de Systemator. Ça nous permet de recevoir un son de cloche comme quoi, ce qu'on fait, ça aide, au moins quelques personnes et voilà, on peut continuer à vous régaler avec avec nos retours d'expérience et de lecture, pour, continuer à développer nos business respectifs. Parfait, j'ajouterais que si jamais vous avez un iPhone, n'est-ce pas? Un iPhone, vous avez l'application podcast généralement qui est installée, c'est une application violette, mais peut-être que vous utilisez autre chose, peut-être que vous utilisez Spotify, ou vous êtes un hipster et que vous utilisez Deezer par exemple, eh bien pensez que vous pouvez quand même aller avec votre iPhone ou votre iPad même sur l'application podcast et trouver Systemator et mettre un avis, un commentaire
Et nous avons d'ailleurs reçu un avis, supplémentaire, écrit cette fois-ci sur notre page Apple Podcast de Kat et Chat. Waouh, ça fait du bien d'écouter ces voix et parcours inspirants. Alors Wesley, je ne sais pas si cette personne parlait de nous ou pas, mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On nous a déjà dit qu'on avait, des voix sexy, donc on va continuer à s'exprimer à l'antenne de Systemator. Alors c'est parti pour Systemator. Alors, on va d'abord parler de ce concept de penser profondément. Et donc, comme je vous l'expliquais, ça n'a rien à voir avec le deep work, donc pas de panique, hein, c'est un thème nouveau. L'idée, en fait, on va pouvoir l'exprimer avec notre ami Newton, qui a théorisé la loi de la gravité. L'idée, en fait, c'est que pour lui, la loi de la gravité ne commence pas par de l'abstraction, par quelque chose d'un peu abstrait ou c'est un peu sorti du chapeau, mais ça commence tout simplement par une pomme qui lui tombe sur la tête. En fait, Newton décrit l'univers, le comportement du Soleil, des planètes, des étoiles, en utilisant les mêmes lois qui décrivent des événements quotidiens, comme les pommes qui vont tomber un peu des arbres. Le simple et le familier, en fait, détiennent les secrets du complexe et de l'inconnu. C'est une phrase magnifique, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, l'objectif, si vous voulez construire un bon produit, c'est de réfléchir profondément sur les bases, plutôt que ce qu'on désire réaliser. Vous voyez un petit peu la petite nuance. En fait, les surprises arrivent quand on construit. Pendant que vous allez construire votre produit, que vous allez construire des choses, vous allez confronter ça au monde réel, aux clients, aux besoins du client, vous allez voir vraiment les points que vous n'aurez pas pu voir autrement en le tirant de votre chapeau, par exemple, ou de vos hypothèses. Newton avait peut-être, tu vois, des grands rêves, Wesley, et des grandes ambitions, mais en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est de se dire, bah ouais, en fait, il a commencé par réfléchir profondément à ce qu'il savait et au simple mouvement d'une pomme qui tombe de l'arbre. Ouais, ça me fait penser à un concept qui s'appelle, first principles, les principes premiers. Hem et l'idée, c'est assez similaire, je sais pas si on est exactement si les 2 concepts se calquent parfaitement l'un sur l'autre, mais l'idée, c'est de partir de l'origine des choses, plutôt que de considérer qu'on sait déjà tout dans une discipline. C'est notamment, Ray Dalio qui en parle, et comme exemple concret, on peut parler de, Tesla, par, Elon Musk, qui a recruté des ingénieurs qui ne venaient pas du tout du milieu de l'automobile pour concevoir, cette voiture, électrique. Parce que justement, l'idée c'était d'avoir un de pas rester piégé dans, ce qu'on sait déjà d'une discipline, et de se poser vraiment des questions basiques. C'est: «OK, on a un véhicule, électrique, comment est-ce qu'on le fait fonctionner?» à partir des principes, physiques, des lois physiques, primaires. Donc je sais pas si ça rejoint, l'idée, Oui, exactement. Et mais c'est intéressant. ce qui nous dit, en fait, c'est que, en fait, les bons produits commencent rarement par le savoir-faire technique, mais plutôt par, une solution profonde à des problèmes. Là, je vais vous citer une phrase, d'Evan Williams, qui est cofondateur de Twitter, qui nous dit: «En fait, prenez un désir humain, de préférence un désir de longue date, et identifiez, ce désir et utilisez la technologie moderne pour prendre des mesures par rapport à lui». En fait, ça veut dire qu'on veut ce qu'on a toujours voulu. Par exemple, avec la voiture, on en a pas mal parlé, tu sais, avec, Henry Ford, lors des 2 précédents Les épisodes. chevaux, et Chevaux, tout cetera. ça, tous Les ces voilà, Ferrari, voilà. les Ferrari. En fait, l'idée de la voiture, finalement, c'est d'aller d'un point A à un point B et donc le cheval résout ce problème, la diligence aussi et la voiture, d'Henry Ford aussi et la Tesla aussi, finalement. Les voitures électriques autonomes résoudent le même problème, mais à chaque fois, tu vois, on a un cran d'amélioration par rapport à une époque et par rapport à un marché des idées. Mmh. Heu, mais le fond du problème reste toujours le même. On veut aller d'un point A à un point B et plus on y va vite et sans trop d'efforts, mieux c'est. Ce qu'il nous dit, c'est que les meilleures idées proviennent d'une réflexion profonde vraiment sur la manière de rendre les choses plus faciles pour les autres et de les aider à atteindre leur objectif avec le minimum d'efforts, ce qu'on disait avec la voiture et qu'au final, la technologie, c'est finalement la dernière chose à laquelle penser. Et ça, c'est pareil, c'est assez contre-intuitif parce que souvent, on va penser notre produit ou notre service par rapport aux derniers outils, vraiment à l'angle technique, tu vois?
faciliter le problème des gens, mais par l'angle technique. Alors que là, ce qu'il nous invite à faire, notre ami Ethan Sash, c'est de dire non, en fait, ce qui compte, c'est quel est le problème primaire de la personne par rapport à ce que vous faites. Ça va être quelque chose de simple, quelque chose de facile à formuler. Et ensuite, vous allez réfléchir comment le résoudre. Et la technologie, finalement, c'est qu'un outil qui va vous permettre de le faire. Et c'est la dernière couche de la peinture, en quelque sorte. Ouais, ça me parle énormément, ça me fait penser à un de mes clients principaux. C'est une entreprise, immobilière française et ils ont un blog sur la smart city, la ville du futur et ce dont je me suis rendu compte parce que bon, c'est mon client depuis janvier 2019, si j'avais une phrase à retenir ou une idée à retenir de tout ce que j'ai écrit comme contenu depuis le début, tu vois? Je suis allé chercher des infos, dans la sphère, anglophone sur les smart cities, dans la sphère francophone, les voitures autonomes, des villes plus vertes, l'agriculture urbaine, les tiers-lieux et cetera. Hem, En une phrase, c'est pour construire une ville intelligente, du futur, c'est comment on met la technologie au service des besoins humains et non pas l'inverse. Et très, très vite, on peut et trop souvent, on peut tomber dans cet écueil du tout technologique pour le tout technologique. Et finalement, mes articles qui ont mieux marché, j'ai eu des feedbacks, même de personnes en interne avec qui je bosse, qui m'ont dit: «Ouais, j'ai kiffé l'article que tu as fait, par exemple, sur, la slow city», c'est-à-dire la ville lente où, bah, tout est mis au service du bien-être, tu vois? La dolce vita, c'est des concepts qui vient d'Italie, d'ailleurs et l'idée, c'est bah, d'oublier la technologie si elle ne sert à rien. Ça sert à rien de mettre, plus d'applications sur notre téléphone, pour avoir plus d'applications. Non, peut-être qu'on a besoin de moins d'applications, pour mieux vivre finalement. C'est une super métaphore et je pense qu'on l'a tous comprise dans le sens où, je sais pas toi, Westlab, mais dès que j'ai un nouveau téléphone et qu'il y a plus de place que celui d'avant, la première chose que je fais, c'est que je vais sur l'App Store et je vais chauffer mon téléphone à mort pour télécharger toutes les applications dont je pense avoir besoin, tu vois. Et donc, les premiers temps, quand j'avais un smartphone, mais j'avais tout et n'importe quoi, tu vois. J'avais des jeux, j'avais tout le temps des applications que j'appelle des applications «et si». Et si un jour je suis dans telle difficulté ou donc j'ai tel problème. Par exemple, j'avais Mmh. l'application de chaque, alors que j'avais jamais encore pris l'avion de ma vie, mais j'avais par contre des applications de chaque compagnie aérienne, tu vois? Au cas où un jour ça m'arrive et que j'ai besoin de prendre un billet en urgence alors que, enfin, statistiquement, dans ma vie, je pense que prendre un billet d'avion en urgence, ça m'est arrivé à peu près 0 fois et qu'au pire, tu télécharges l'application quand tu en as besoin, quoi. Ouais, ouais. Et au final, tu finis par tout désinstaller 6 mois plus tard parce que tu plus de place. Voilà. Et Exactement, true story. même en ayant ça en tête, tu vois, bah, je continue de le faire. C'est-à-dire sur mon dernier téléphone, je savais que j'avais ça en tête, du coup, je me suis dit: «Non, restreins-toi, prends que le nécessaire, ne mets pas tout et tout ça». Et ben, ouais, ça marche à moitié, quoi. Je Mmh, le fais quand même, donc ça, c'est assez mmh. terrible, mais Je pense qu'on digresse un peu, mais bah, j'en profite pendant, qu'on digresse et c'est intéressant. Avant de se recentrer sur le sujet du jour, je pense une des plus grandes problématiques du nouveau millénaire, en tout cas, sans trop s'avancer des années, 2020 à venir, c'est, et du 21e siècle, c'est le fait de trier, parmi l'information. Parce qu'on et la technologie, tu vois? C'est pas ce qui manque, je veux dire, ce sera de mieux en mieux en termes de pointe, tu vois? On aura toujours accès à quelque chose de plus évolué, plus élaboré et à plus de choix. Mais justement, ce qui va différencier les gens qui réussissent ou qui, en tout cas, arrivent à trouver du sens dans leur vie, avoir un impact, peu importe, être heureux, ce que tu veux, c'est des personnes qui arrivent justement à couper toutes ces distractions et à ne garder que l'essentiel et à utiliser vraiment l'essentiel et à utiliser les choses. Plutôt que de, bah, finalement tomber dans le piège de, encore une fois, avoir plein de gadgets, mais qui servent à rien et on en oublie le sens profond des choses, pourquoi on fait les choses et pourquoi on a envie de créer tel produit. Voilà, pour nous remettre, dans la marche de l'épisode. exactement. Et l'exemple que nous donne Ethan Sage est super, super sympa. C'est l'origine des tests AB. Je connaissais pas cette histoire. Alors les tests AB, c'est quoi? C'est en gros, vous avez une page web, vous voulez savoir laquelle marche le mieux et donc vous allez faire une version A, une version B et envoyer, 50 des gens sur la version A et 50 des gens sur la version B. Vous allez voir laquelle est la plus performante. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi pour les pubs, enfin pour plein, plein, plein de choses sur internet. Et en fait,
l'un des meilleurs exemples, tu vois, de réflexion en profondeur provient justement de l'évolution des tests AB. Au début des années 2000, c'était super, super compliqué de comprendre quantitativement comment tes efforts marketing ils fonctionnaient sur Internet, quels étaient tes retours et qu'est-ce qui marchait ou ne marchait pas, tu vois. C'est-à-dire que tu faisais tes modifications, puis tu mouilles le doigt et tu vois d'où le vent vient, quoi, en quelque sorte. C'était un peu ça. Et à l'époque, tu avais ces fameux outils qui s'appelaient Google Website Optimizer, qui était un petit peu le seul outil qui permettait de faire des tests AB. Et le truc, c'est que c'était une véritable tannée, quoi. C'est-à-dire que tu devais prendre toutes tes pages, et réfléchir à chaque section que tu voulais tester et à chaque fois y insérer un petit script. Tu avais plus de 11 étapes. Il fallait à chaque fois que tu définisses l'URL, que tu mettes le code en dur dans le site sur chaque partie à tester, tu mettes les autres versions. Si c'était des tests sur le style et les couleurs, il fallait que tu ailles en plus dans les fichiers SS et que tu modifies des choses en plus. Donc, le CSS, tout ce qui permet, toute la partie graphique, l'habillage graphique et couleurs des sites web, hein, pour info. Et tu devais faire ça du coup sur chaque page, examiner chaque donnée. Tu te perds évidemment dans l'interface parce que c'était le chaos et il faut que tu recommences pour chaque test. Autrement dit, la plupart des entreprises n'avaient pas du tout les ressources pour faire ce genre de test parce que tu y passais littéralement des plombes et puis en plus, il fallait les connaissances techniques, quoi. Non seulement il fallait les connaissances techniques pour bien gérer ton site web, mais en plus, il fallait pouvoir les intégrer et savoir précisément quoi tester. Donc, connaissances techniques plus marketing, tu vois. Donc ça rendait tout ça très fermé et quasiment inaccessible pour les gens. Et c'est du coup sur cette base-là, sur ce constat-là, qu'est né le site Optimizely, qui s'est accaparé finalement très facilement 70%, 77% pardon, des parts de marché via juste une interface qui est bien pensée, qui est graphique et qui est simple, et qui a transformé ces 11 étapes de Google juste horribles en 4 petites étapes super simples, à savoir, tu mets ce que tu veux tester, tu arrives sur une interface qui te montre ton site et qui te dit OK, qu'est-ce que tu veux tester, tu cliques dessus et tu as juste à le changer, tu vois. Donc quelque chose de Mmh. beaucoup, beaucoup plus simple et qui, du coup, a cartonné et Optimizely a récupéré vraiment quasiment l'intégralité du marché. Du coup, ce qui est intéressant à comprendre de ça, c'est que pour penser profondément, il suffit pas de foncer sur une solution dès qu'on entend parler d'un problème, mais de faire des petits pas de bébé. C'est-à-dire qu'en gros, il faut réduire les marches pour arriver à une solution. Tu vas réduire les étapes, tu vas faciliter la vie des gens, mais pour ça, pour le comprendre, il faut vraiment que tu fasses des petits pas, que tu testes chaque hypothèse. C'est vraiment de comprendre vraiment cette idée de marché. Et c'est la citation que tu nous disais de Lincoln la dernière fois dans le dernier épisode où en gros, si tu as 6 heures pour couper un arbre, tu en passes 6, t'en passes 5 à aiguiser ta hache pour que ça soit plus tranchant, quoi. Mmh. Ouais. Autre histoire qui va être assez intéressante à étudier, autre étude de cas du jour, ça va être Apple et comment fait Apple justement sur la construction de ses produits. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Apple, ils réfléchissent vraiment de manière obsessionnelle au monde réel et à ses problèmes réels, tu vois. En fait, ce que je ne savais pas non plus, c'est qu'il n'existe pas de département R&D dédié chez Apple. Il n'y a pas de recherche et développement chez Apple, de département qui est réservé à ça. En fait, chaque département d'Apple, que ce soit le marketing, la conception de produits, l'usinage, etc., chacun ont dans cette section une partie recherche et développement. Et du coup, les recherches sont attendues pour chaque département de la conception du produit, du marketing. Il n'y a aucune séparation entre la recherche et l'exécution. Et c'est l'histoire un petit peu de l'iPod. S'il a autant réussi, c'est grâce au niveau de recherche et de prototypage qu'il y a eu avant son lancement. En fait, l'iPod a commencé de manière super basique. Ils ont fait le constat suivant. Les lecteurs MP3 sur le marché, ils étaient nuls. Ceux qui avaient de la mémoire flash pouvaient avoir à peu près un CD dedans. Donc, autant dire, c'était un peu pourri, quoi. Et les autres, où tu devais brancher ta fameuse clé USB ou pire ton disque dur dessus, c'était trop gros à utiliser. Les temps de transfert, ils étaient ingérables. C'était vraiment pas organisé. Et en plus de ça, Apple a vraiment senti le vent tourner à ce moment-là, puisque tu avais Napster qui à l'époque proposait du téléchargement illégal de musique, puis tu avais le MP3 aussi qui commençait vraiment à se développer. En fait, ils se sont rendus compte que toute l'industrie musicale était en train d'évoluer. Et du coup, tu avais déjà iTunes qui était en développement avant la sortie de l'iPod. Donc, conclusion de la phase de recherche. Pour exister, l'iPod devrait pouvoir contenir beaucoup plus de musique déjà que les autres et avoir également une plus longue durée de vie sur sa batterie. Et l'iPod a été construit justement avec cette vision que dans un avenir proche,
il faut que vous ayez des millions de chansons dans votre poche. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a une stratégie de distribution d'Apple qui a été le deuxième coup qui a pu en faire une success story. C'est-à-dire que, bah voilà, tu as beau faire un bon produit, Wesley, si tu sais pas le distribuer, ça marche pas, quoi. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que tu as une stratégie avec des boîtes comme Gillette et Kodak qui vont vendre à perte leur hardware en quelque sorte pour gagner de l'argent sur les consommables. Par exemple, Gillette, ils vont te vendre donc le rasoir, ils perdent de l'argent dessus, ils te le vendent pas cher, mais par contre, ils vont gagner beaucoup d'argent sur les lames parce que les lames, bah, voilà, c'est ce qui va faire leur marge. Et Kodak, c'était un peu pareil, tu sais, ils te vendaient du coup bah, l'appareil photo à perte, euh, littéralement. Et par contre, ils te vendaient la pellicule derrière. Et tu avais besoin tout le temps de pellicule pour recharger ton appareil photo. Et ben Apple a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont dit, bah, nous, on va pas gagner d'argent sur la vente de chansons, mais on va gagner de l'argent sur la vente du matériel. Et ça a permis de faire en sorte que petit à petit, bah, tu as des normes industrielles qui sont apparues. Apple, ils ont créé tout un sous-système, un écosystème autour d'iTunes qui a en fait défini une norme sur un marché et qui après l'a relié à son hardware. D'ailleurs, un exemple, soit dit au passant, on appelle ça podcast, ça vient de l'iPod à la base. Et tu vois que même si le podcast aujourd'hui est présent un peu partout, eh ben Apple a définitivement posé sa plume, entre guillemets, sa marque sur ce terme-là qui est aujourd'hui utilisé, surutilisé même 20 ans après, quoi. C'est vrai que c'est incroyable, hein, ce qu'ils ont fait, comment ils ont réussi à, mmh, à verrouiller le système, C'est quoi. ça, t'imagines la vision qu'il faut avoir quoi et l'exécution. Enfin, tout était incroyable dans l'exécution d'iTunes, hem et de la commercialisation de l'iPod aussi. Surtout que, bah, ouais, à l'époque Apple, bon, t'avais Steve Jobs qui était revenu, il avait relancé, tu sais, les iMac, en forme de bonbons là, tu sais, de Dragibus. Ça avait bien marché, mais avant, ils sortent Ouais, de la ouais. traversée du désert, de l'infini, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est assez intéressant comme Ouais, histoire. ça a duré un moment, ouais, ouais. Et autre point marrant qui est très intéressant aussi, c'est que bah, pas mal de gens avaient prédit, bah, comme tout produit, la chute de l'iPod, puisqu'avec le temps, bah, tu aurais d'autres entreprises qui vont copier le modèle et qui vont proposer bah, la même chose avec un hardware moins cher. Donc, ils vont avoir une sorte de iTunes bis plus un lecteur MP3 bah, finalement beaucoup moins cher. Ce qui est arrivé, mais concrètement, ça n'a jamais été au niveau de finition d'Apple. Tu vois, un des points forts par exemple, de l'iPod, c'est cette fameuse roulette tactile, tu sais, où tu as juste à faire glisser ton doigt pour passer d'une musique à l'autre. Là où avant, tu sais, il fallait que tu appuies sur le gros bouton dur en solide qui finissait par casser pour passer d'une musique à l'autre à chaque fois. Et l'iPod, en 2 secondes, tu faisais tout le tour de ta Ouais. playlist, quoi. J'avoue, ça, c'est une grande avancée aussi. Et au final, bah ouais, l'iPod a été tué, mais pas par un concurrent ou un copycat, mais par l'iPhone finalement. Et ça aussi, c'est intéressant de le constater. L'iPod a commencé avec l'idée d'avoir des millions de chansons dans ta poche. Et au final, l'iPhone, il va avoir cristallisé l'idée d'avoir qu'une seule chose dans sa poche. Tu vois, quelque chose qui regroupe tout. Et d'ailleurs, tu sais, c'est cette fameuse conférence, cette keynote légendaire du lancement de l'iPhone où tu as Steve Jobs qui répète de la musique, un téléphone et un navigateur. Tu sais, il le répète plusieurs fois. Et après, il te montre l'iPhone et je crois d'ailleurs qu'il montre un téléphone, tu vois, avec des écouteurs. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles de ça. Non, ça me dit rien comme ça. En gros, il annonce le produit et au lieu de montrer l'iPhone, il te montre un espèce d'iPod où au milieu, au lieu d'avoir la roulette pour, tu sais, pour faire défiler tes chansons, tu as une espèce de cadran téléphonique, tu sais, des vieux, vieux téléphones. Enfin, vraiment, c'était un truc un peu comme ça. C'est vraiment cette conférence, si vous l'avez jamais vue, cette keynote, regardez-la parce qu'elle est très intéressante dans la façon dont ils vont présenter le produit, qu'ils vont le lancer, qu'ils vont l'argumenter. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes à récupérer là-dessus. On pourrait peut-être, partager le lien, Seb, si tu la retrouves Yes, dans ça les sera notes de l'épisode. Ouais. dans les notes d'épisode, effectivement, vous pourrez y accéder. D'ailleurs, il y a plein d'infos sur les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à les consulter si vous en avez besoin. Donc, l'iPhone, finalement, cannibalise complètement l'iPod. Et en fait, c'est un effet secondaire un peu de la réflexion en profondeur. Et ça, c'est quelque chose qu'ont compris les grands, tu vois. Que ce soit Apple, Facebook et Google, tous ces géants, ils ont en tête une chose, c'est que si tu es complaisant, bah, quelqu'un d'autre arrive et va améliorer ton produit et te tuer au passage. Mmh. Et c'est pour ça que cette stratégie un peu de s'auto-cannibaliser, de cannibaliser sa propre marque, euh, elle a vraiment un sens, tu vois. Ça permet en fait, ok,
tu passes à la suite, t'enterres le passé et tu as quelque chose de nouveau. Et c'est pour cette raison que, par exemple, Facebook a acheté frénétiquement WhatsApp, Instagram, qu'ils ont essayé d'acheter Snapchat et que vu que Snapchat a refusé, bah, ils se sont dit OK, on copie tout, tu vois, parce que c'était des menaces, quoi, concrètement. Mmh. Et ils ont fait un énorme. Bah, acheter Instagram, par exemple, au prix auquel ils l'ont acheté, c'était un coup de génie, tu vois, un coup de maître, Ouais, quoi. ouais. Instagram s'est totalement fait arnaquer, mais enfin voilà, c'est très, très intéressant de voir un petit peu comment eux fonctionnent par rapport à ça. Alors évidemment, il y a quand même une libéralisation de son propre produit. Jusqu'à quel niveau c'est applicable dans votre domaine si vous êtes, comment dire? Un freelance ou un indépendant ou à votre compte, vous avez une petite structure, c'est à voir, quoi. Ouais. Je voulais ajouter quelque chose, concernant, Apple. On enregistre, ce podcast, et il est diffusé ensuite, sur, Apple Podcast notamment, et si on réfléchit au mot podcast, qui est un néologisme, hein, c'est récent, il y a le mot pod dedans, et pod, ça vient d'iPod. Le mot podcast, c'est ça, c'est on a mixé, on a combiné le mot pod, comme dans iPod, et cast, comme broadcast, la diffusion. Donc finalement, on pourrait dire que ouais, le podcast, c'est quasiment, c'est du made in Apple à la base, quoi, et même à ce niveau-là, au niveau d'un comment on pourrait appeler ça? Un médium, ils sont, leur marque est intimement liée à ça, quoi. Du coup, ça nous amène à nous dire en fait que bah, penser en profondeur, ça ne signifie pas bouger lentement, mais vraiment bouger délibérément. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une direction claire pour ton produit et de savoir comment tu vas le mettre en œuvre, quoi. C'est cette idée-là de penser profondément, de prendre du temps pour réfléchir au problème très sérieusement et ensuite d'y appliquer tes différentes couches de peinture et en finissant à la fin par la technologie, quoi. C'est un peu dans cet ordre-là. Et ce qui est difficile un peu, je trouve, à mentaliser, Wesley, c'est que où tu mets ton curseur entre vraiment prendre le temps de stratégiser, de réfléchir à qu'est-ce que tu peux faire, comment tu le fais, comment tu le mets en place et en même temps, comment est-ce que tu fais pour agir très vite, pour tester très vite? Tu vois, il y a un peu cette, double casquette. À quel moment tu réfléchis trop? À quel moment tu réfléchis pas assez? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que Ouais. tu en dis, toi? Je je peux pas donner une réponse claire et nette comme ça, parce que sinon je serais peut-être pas dans ce podcast et je serais, à la tête d'Apple. Non, j'en sais rien. Mais, c il y a beaucoup d'entreprises qui essaient qui se basent sur un château déjà existant, ils essaient d'ajouter des échelons à la tour, tu vois? De la c'est qui a la plus haute, quoi, un petit peu, et il y a un risque à jouer, à rentrer dans cette guerre-là, ou sinon on va essayer de proposer la même chose mais moins cher. On voit avec, l'arrivée de beaucoup de produits, qui viennent d'Asie, de Chine. Je dis pas qu'ils font que ça, mais qui vont, par exemple proposer des téléphones, hein, des marques comme Huawei, je sais plus les noms des autres, mais qui vont, proposer, quelque chose de très similaire, à un prix moins élevé. C'est difficile finalement de vraiment faire la différence lorsqu'on est sur un marché qui est déjà saturé, et l'iPhone, Apple avec l'iPhone notamment, ils ont fait, une innovation, moi, que j'appellerais de rupture. Je ne sais pas si officiellement, elle a ce titre-là, parce qu'une innovation de rupture, c'est quand même quelque chose de c'est puissant, quoi. Mais, c'est important de revenir toujours aux origines et de se demander, comment est-ce qu'on peut fournir, une meilleure expérience avec moins de choses finalement. Moi, j'aurais tendance à aller dans cette direction, c'est comment est-ce qu'on peut fournir avec moins de choses, et même on le voit, il y a des tendances, alors c'est les modes, hein, tu vois? Les téléphones, au début, il fallait que ce soit petit, maintenant ils sont très grands, on a enlevé le bouton, il faut qu'il y ait un minimum de choses, hem, mais de manière générale, c'est quoi l'usage? Et je peux donner un exemple très concret, là, en ce moment, je suis chez ma mère à Lyon. Elle est en train donc de réaménager son appart, et dans la salle de bain, elle veut épurer le plan de travail qui est très peu de choses, et justement pour aller dans son sens, je lui ai dit: «Maman, demande-toi à quelle fréquence tu utilises, les différents, outils, les différents produits. Ta brosse à dents, tu l'utilises plusieurs fois par jour, mais ton sèche-cheveux, tu l'utilises seulement plusieurs fois par semaine. Donc ça sert à rien d'avoir le sèche-cheveux, sur le plan de travail. Tu vaut mieux que tu le ranges quelque part où il est moins accessible, mais ouais, il sera pas visible, et du coup, tu permets
d'épurer ton environnement. Donc vraiment penser en termes d'usage d'abord. Ouais. Et bien, on va passer à l'activator, mon cher Wesley. Allons-y. Activator, la meilleure recette de cuisine pour appliquer ce que vous apprenez dans Systemator. Ça peut être pas mal comme générique, je ne sais pas ce que tu en penses. Yes, yes, yes. Peut-être à tester, tu vois, Product Market Fit, on va voir si ça fonctionne, si les gens réagissent à ça, s'ils nous mettent des petites étoiles peut-être, suite à si ce générique vous plaît. Mais à voir au niveau du jingle d'Activator, peut-être rajouter une petite voix Activator, Activator, une voix un peu robotique comme ça, je sais pas, à voir, pendant la petite musique. Bah, au moins tu l'as, il est enregistré, tu peux l'utiliser. Dites-nous ce que vous en pensez, hein, Systemator.tech, le Slack, tout ça. Vous avez l'habitude maintenant. Et si vous n'avez pas l'habitude, c'est que vous avez commencé par l'épisode 3, ce qui est un peu bizarre. Mais en tout cas, on vous souhaite quand même la bienvenue. On vous invite quand même à voir les autres épisodes, à les écouter pour voir ce dont on parle. Alors, Activator, on vous donne quelques conseils pour appliquer ce qu'on s'est dit concrètement dans votre domaine. Donc, première étape de l'activator, c'est d'abord de se demander le contraire. Lorsqu'on fabrique un produit, une offre, un service, on a tout le temps, Wesley, des préjugés, des hypothèses qui vont un peu occulter souvent le problème réel. C'est-à-dire que on a une connaissance de base sur nos clients, ce dont ils ont besoin, ce qu'on doit leur apporter, mais la question c'est, ok, est-ce que finalement ça me plombe pas la réalité? Est-ce que je suis vraiment ancré dans la réalité de ces problèmes-là? Et souvent on a tendance à se déconnecter de ça. Et donc pour se ramener à ce vrai sujet, quand on formule nos hypothèses, il faut se demander: «Et si l'inverse était vrai? Et si je suis en train de me tromper et qu'en fait le problème n'est pas A, mais A'», tu vois? En quelque sorte, qui est Je vois. l'inverse du problème en fait. Mm. Deuxième élément, vous pouvez créer un tableau du problème que vous essayez de résoudre. Et du coup, l'idée, ça serait de détailler chaque étape très précisément, quelle que soit sa taille ou son importance. Qu'est-ce qu'il leur faut actuellement pour résoudre ce problème? Et là, il va falloir identifier un peu les zones de friction où on peut, nous, rendre les choses plus faciles et plus efficaces pour notre client. Voilà, par exemple, j'ai du mal à avoir du trafic sur mon site, donc je commence à aller faire un peu, d'animer ma page Facebook, mon Twitter, mon YouTube et je fais plein de choses. Et toi, tu peux arriver en mode: «OK, non, moi, je vais me concentrer sur une seule stratégie, je vais t'expliquer comment elle fonctionne et on ne va ne faire que ça jusqu'à avoir des résultats», tu vois? Et je vais même le faire à ta place, tu vois? Donc là, tu réduis la friction et la problématique du client, par exemple. Troisième étape, et alors là, c'est la meilleure, Wesley, c'est manger de la nourriture pour chien. Alors, c'est une anecdote que je trouve absolument incroyable. En fait, lorsque Facebook a lancé son application sur Android, en fait, c'était si mauvais que la plupart des développeurs de la boîte préféraient utiliser iOS pour aller sur Facebook, alors qu'ils étaient en train de développer sur Android. Et du coup, ils ont forcé une partie de l'équipe à passer leur téléphone sous Android pour qu'ils se rendent compte un peu de la merde qu'ils avaient créée, quoi. Et donc, cette idée un petit peu de manger de la nourriture pour chien, vivez, vous et les gens qui travaillent avec vous, le problème du client, si possible, en première ligne. C'est pas toujours possible, pas toujours évident, mais si possible, c'est bien de le faire. Ouais, bah on en revient toujours au fait de se mettre dans les baskets du client, hein. Les trois premiers points que tu donnes dans cette section Activator, c'est vraiment se mettre de l'autre côté de l'écran, de l'autre côté de la barrière et, et voir ce que le client voit, ressentir ce que le client ressent. Parce que souvent, ouais, on s'auto-induit ou on induit le client en erreur ouais, en voulant en faire qu'à sa tête, en voulant faire les choses à sa sauce, en se disant: «Ah, ça va être trop bien de faire ci, comme ça». Peut-être que le client, finalement, parmi les quinze trucs que tu as en tête, il en veut juste 2. Il en veut peut-être un que tu as en tête et puis un autre que tu as pas en tête. Et il veut pas plus, en fait. C'est justement la solution, c'est peut-être d'en faire moins mais de vraiment répondre précisément à ce qu'il veut. Exactement. Et donc c'est assez intéressant de prendre ça en note. Et un autre point qui peut être utile, ça dépend de votre marché, c'est encore quelque chose de contre-intuitif, mais d'aider les concurrents. En 2014, Elon Musk a ouvert tous les brevets de Tesla en expliquant en fait que c'était intéressant pour lui parce que d'autres sociétés de voitures électriques pourraient du coup s'en emparer, les utiliser et du coup faire évoluer le marché plus rapidement. Et donc là, il est parti d'une idée très stratégique. Tu vois, la plupart du temps, on se dit, bon, tu sais, tu t'imagines, tu possèdes Tesla, tu as une innovation de ouf, tu te dis, bon, bah ok, je garde tout pour moi, quoi. Tu vois, genre, je suis en Ouais. avance sur mon marché, voilà. Ben non, lui, il a fait le pari inverse de dire, non, l'important maintenant, c'est d'augmenter la part du gâteau. Nous, on est déjà premier, on a déjà une marque qui est légendaire là-dessus. On va la rendre encore plus légendaire et continuer dans ce sens-là, mais ça marchera mieux
si le marché de l'automobile électrique évolue et se développe. Yes, très bonne idée Ouais. de la part de notre ami Elon Musk. Enfin, notre ami. Je pense pas qu'il nous considère comme des amis, hein, il nous connaît pas. Mais ouais, tout ça, c'est assez contre-intuitif, hein, finalement. Elon Musk a de bonnes idées, hein. Des fois, il crée des lance-flammes qu'il met en financement participatif ou il dit sur Twitter qu'il va construire des robots cyberdragons géants. Bon, quand il dit ça, en fait, le problème avec ce gars, c'est que tu sais jamais s'il est sérieux ou s'il rigole, tu vois. Mais, euh, mais voilà, c'est assez intéressant, je trouve. Voilà, cher Wesley, un petit peu les choses que vous pouvez apprendre de cet épisode. Euh, comment peut-on conclure ça, mon cher Wesley? Je pense que tu as une idée précise. Bah, une idée précise, c'est d'aller mettre 5 étoiles à cet épisode et à tous les précédents. Il suffit de le faire une fois, hein, finalement, mettre un avis. On vous le répète à chaque épisode, mais c'est ultra important. C'est la meilleure manière, pardon, de nous montrer que vous êtes intéressé par Systemator et assidu. Et voilà, il suffit de le faire une seule fois. Exactement. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Slack, c'est notre outil pour communiquer avec vous directement. Ça se passe sur systemator.tech, T-E-C-H, et on mettra en place ensemble des choses. On discutera un petit peu de productivité, d'entrepreneuriat et toutes ces choses-là. Et vous pouvez également réagir à ces épisodes, nous poser des questions. Et on vous rappelle aussi que Systemator, c'est disponible sur YouTube, sur la chaîne Sébastien Boer 112 Ventes, qui est donc la mienne. Et l'émission est diffusée en direct tous les lundis à midi. Et sinon, elle sort sur vos plateformes de podcast préférées à 6 heures du matin. Et pour ne pas les louper, il suffit juste de vous abonner. Soit vous abonner sur YouTube, soit à la plateforme de podcast que vous utilisez sur la page de podcast. Ou les deux, encore mieux, hein, si vous kiffez Systemator et que vraiment, vous ne pouvez pas vous passer de Systemator chaque semaine, eh bien nous sommes là, toujours fidèles au poste, après tous ces épisodes. Et voilà, on va passer au truc de la semaine. C'est parti. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Mon truc de la semaine, je vous avais parlé la semaine dernière de mon contact avec un coach en séduction francophone ultra connu. Et je l'ai eu au téléphone. Est-ce que tu as Et récupéré ton ex? ma petite mission, oui, c'est ce mec-là, c'est Alexandre Cormon. Bah voilà, je le divulgue ici. Et ouais, 600 000 abonnés sur YouTube, je peux me la péter. Et en fait, pour la petite histoire, je sais pas si j'en avais parlé la semaine dernière, mais il est tombé nez à nez avec Disa Dalberg. C'est plutôt elle qui l'a reconnu. Et Disa Dalberg, c'est la coach, la life coach que je suis allé interviewer en Islande. Donc, il était de voyage en Islande. Ils se sont rencontrés, ils sont allés manger, ils se sont rendus compte qu'ils me connaissaient tous les deux. Enfin, en tout cas, parce que j'ai un très bon pote aussi qui travaille pour Alexandre Cormon. Donc, le monde est petit, pour la faire courte. Et, et Alexandre Cormon, après avoir entendu parler de mon histoire, de ma grève de foie, mon envie de créer un documentaire, ce que je fais dans ma vie, la musique, la rédaction web, etc., il pensait que je faisais de la vidéo. Et c'est pour ça qu'il a voulu me contacter, en partie. Et puis, bah, il trouvait mon parcours intéressant. Et je l'ai eu au téléphone donc, tout récemment. Et la petite mission que toi, tu m'avais donnée, Seb, dans le cadre du précédent Activator, c'était de lui proposer mes services, chose que je n'ai pas faite parce que la discussion a tourné de manière différente par rapport à ce que j'attendais. Mais ça s'est très bien passé. Le mec est juste hyper sympa. Et il voulait bah, entrer en contact avec moi. Il m'a dit, écoute, si t'es de passage à Paris, un de ces quatre, on se voit, ce qui sera le cas fin d'année. Et, et il m'a dit, je vais voir comment je peux te mettre en contact avec des potes à moi qui sont dans la musique et qui sont aussi dans le web, qui pourraient avoir besoin de copywriter ou de créateurs de contenu. Quant à moi, je vais peut-être avoir besoin de tes services plus tard, mais voilà, il s'est pas avancé là-dessus. Donc plutôt que d'essayer de forcer la chose et de balancer ma proposition, bah, je l'ai laissé venir. Et c'est un très bon contact à avoir dans son portefeuille. Déjà parce que c'est un mec, comme je l'ai dit, grave sympa, mais aussi parce que il pèse un peu dans le game, on va dire. Il a un bon cercle de contacts. Donc c'est ma conclusion, c'est juste ouais, de dire que le monde est petit
et que finalement, on est à parfois une poignée de main de personnes qui sont, influentes et qui ont aussi des intérêts et une envie de nous rencontrer. Donc, à vous qui nous écoutez et même à toi Seb, croyez en vous et vous êtes intéressant pour beaucoup de personnes, pour beaucoup plus de personnes que vous ne pouvez le croire. Super, super intéressant et c'est vrai qu'on pourrait faire un épisode un jour, je pense, sur le réseau parce que moi, j'ai des dizaines d'anecdotes à raconter sur ce sujet-là et c'est vrai qu'on peut beaucoup plus facilement rentrer en contact avec les gens auxquels on pense. Tu vois, Alexandre Cormon, c'est un bon exemple parce qu'il a énormément d'abonnés sur YouTube et pourtant, bah, tu le rencontres, assez, enfin, tu es arrivé à le rencontrer assez facilement finalement, en Bah, sans ouais, c'est lui qui est venu vers moi, hein, finalement. c'est ça et c'est assez rigolo parce que, bon, tu avais déjà une entrée avec notre ami, tu as eu une entrée avec, Diz Adalberg, co qui vit en Islande, c'est quand même improbable, quoi. La personne va à l'autre bout du monde, croise quelqu'un par hasard et cette personne te parle de toi et du coup, Mmh. ça boucle, le chemin, tu vois? C'est quand même assez incroyable, quoi. Exactement, exactement. En plus, il se trouve qu'il a des images parce qu'il a filmé en Islande. Je te l'ai déjà dit Seb, mais je le dis à vous qui nous écoutez, des images de l'Islande, notamment en drone, parce que moi j'avais planté le drone. Donc, il y a des choses à faire ensemble. On peut partager, différents rushs, différentes prises, de vue vidéo. Et je suis en train de penser, pendant qu'on en parle, ça pourrait devenir un prochain invité aussi sur le podcast, Alexandre Cormon. Exactement, l'invitation est lancée et heu et voilà. Je lui en parlerai, ouais. Si vous avez des questions pour récupérer votre ex, c'est le moment, envoyez allez sur le site systemator.tech. Ouais, c'est son site phare effectivement pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Alexandre Cormon, maintenant il commence à attaquer le marché américain, il s'est installé à Miami, il est entre Paris et Miami donc tu vois le mec, le mec, bien situé et ouais, c'est comment récupérer son ex et la séduction de manière plus générale, notamment, aider les femmes à séduire les hommes. Yes, exact et c'est assez intéressant parce que vous voyez, dans Systemator, on prône pas mal l'idée de regarder dans différents marchés comment les choses, se mettent en place, se créent et ce qui est cool, c'est que moi, Alexandre Corot, c'est quelqu'un, je m'inspire pas mal dans la façon dont, il, comment dire? Il recrute, enfin, il met en avant d'autres coachs que lui. C'est-à-dire que sur son site, vous avez la possibilité de travailler avec lui directement, mais ça vous coûte bien plus cher que de travailler avec les autres coachs qui, eux, sont moins chers. Donc, tu peux avoir accès à lui qui est assez cher parce que bah, c'est forcément lui qui met en avant sur son site, mais du coup, il a globalisé sa marque et il a d'autres personnes avec qui il travaille qui font partie de son équipe et qui, eux, sont à des tarifs plus accessibles. Et je trouve que tu vois, c'est un modèle qui est intéressant à long terme pour un coach parce que, effectivement, si tu crées du contenu et en tant que même coach, en tant que personne, on t'achète pour toi, pour ce que tu fais. Et lui, justement, a réussi à réfléchir à sa marque autour de son nom personnel mais en même temps de pousser, de mettre en avant d'autres personnes, qui vont le suppléer, qui sont, comment dire? Qui sont, formées à sa méthode et qui peuvent aussi intervenir pour t'aider, tu vois? Donc si tu veux vraiment Alexandre Cormon en tant que coach, bah, tu mets le prix, mais si tu veux quand même un accompagnement par sa méthodologie, tu as d'autres personnes qui peuvent te servir et du coup, ça te permet de répondre à différentes, gammes de prix et à différentes exigences, en fait. Yes, yes. Non, il a tout compris. Il a tout compris et il a énormément de contenu sur sa chaîne YouTube, il y a plus de 1000 vidéos, c'est un truc de Ah ouais, ouf. il publie énormément, hein. C'est assez incroyable. Quel est ton truc de la semaine, Seb? Ah et moi, du coup, mon truc de la semaine, c'est, la facilitation que, bah, j'ai fait avec, Charlotte, Allégret, qu'on a interviewé dans cet épisode il y a quelques enfin, dans ce podcast, il y a quelques épisodes et en gros, le principe, c'est qu'on est en train de se former ensemble, donc c'est elle qui nous forme, à devenir facilitateur. Donc en gros, aider, des groupes à, débloquer des problématiques et la prochaine problématique sur laquelle on va intervenir, ça va être, sur les OPH de Saint-Étienne. C'est ceux qui gèrent un petit peu, tu sais, toute la partie, HLM et en fait, il y a une loi qui est passée qui oblige les OPH à fusionner entre eux pour pouvoir, hem comment dire, faire en sorte que de faciliter leur gestion. Et donc du coup, ils fusionnent entre eux, ils se retrouvent dans une boîte de 350 personnes, donc c'est assez conséquent. Et donc tout change un peu dans leur quotidien ils doivent parfois même déménager. Tu vois, il y a vraiment un enjeu de mobilité puisque du coup ils regroupent tout. Et la première mission qu'ils ont, c'est de trouver un nom. Et du coup, ils ont fait appel à Charlotte pour le faire avec ses méthodes à elle.
Et en gros, on va leur faire une sorte de jeu géant qui va durer 2 heures et on va les aider à générer des idées. On va les générer jusqu'à 11 000 idées pour en garder que 5 et tout ça en 2 heures. Donc voilà, c'est assez intéressant. Euh, c'est quelque chose ouais, c'est assez intéressant de faire ça. Tu vois un petit peu comment ça se passe. C'est très rapide, c'est très dynamique. Et donc, on s'est entraîné à ça. Ça fait 2 jours on s'est formé à peu près 2 jours sur la méthode. Et là, on y va à fond quoi, pour la suite. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir un peu le site de Charlotte qui s'appelle Causons-nous. Il y a aussi la méthode explorateur économico-social. Vous avez les liens dans les notes de l'épisode et vous pourrez retrouver ça assez facilement. Si c'est des méthodes qui vous intéressent, vous pouvez également les appliquer sur des plus petits groupes. Donc vous pouvez soit faire appel à un facilitateur pour le faire, comme par exemple Charlotte qui fera en sorte de voir par rapport à vos besoins, de vous mettre les outils à disposition ou de vous les faire faire. Et également, il y a toujours son livre qui est disponible, hein, qui s'appelle 40 étapes pour réussir son projet collaboratif avec la méthode explorateur économico-social. Et vous avez les liens dans les notes de l'épisode. Voilà pour mon truc de la semaine. C'est top. Et ben voilà Wesley, on arrive à la fin. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve semaine suivante pour le chapitre 4 là-dessus. J'espère que cette série vous plaît. Sinon, c'est dommage parce que ça fait quand même 5 épisodes où c'est... Ouais, peut-être ça vous plaît. Ouais, mais je pense que c'est intéressant quand même. Il y a pas mal de choses intéressantes qu'on peut réutiliser. La semaine prochaine, petit teaser, on parlera de data et de comment utiliser les données. Donc je pense que ça va être assez intéressant, surtout si vous n'êtes pas forcément sensibilisé au sujet. Vous pouvez également du coup nous mettre les petits avis, vous abonner sur cette plateforme de podcast et on vous dit à la semaine prochaine mon cher Wesley. À la semaine prochaine. Hâte de vous revoir. Façon de parler. Allez, à très vite.